La saison 2025 se termine et c'est l'occasion pour Endurance Info et vous, lecteurs et auditeurs de nos podcasts, de décerner les Awards 2025 dans les différentes catégories qui vous ont été soumises ces derniers jours sur le site internet. Dans le nouveau numéro de notre podcast Track Limit by Minerva Oil, nous allons donc passer en revue les différents vainqueurs de ces Awards 2025. Pour cela, je serai avec Laurent Mercier et Thibaut Villemont et nous allons un petit peu commenter les résultats de vos votes pour ces Awards 2025 dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. C'est parti. Laurent, Thibaut, bonjour. Entre les réveillons de Noël et du 1er de l'an, nous passons donc en revue les Awards d'Endurance Info 2025 avec les habituelles catégories pilote de l'année, français de l'année, gentleman de l'année, espoir de l'année, la voiture de l'année, les équipes prototypes et GT de l'année, le championnat de l'année, le top et le flop de l'année 2025. Pour cela, nous avions soumis à nos lecteurs du site internet et à nos auditeurs de notre podcast ces différentes catégories. Et les votes ont été nombreux, Laurent, avec des résultats qui sont plutôt en accord avec ce qu'on a vu au fil de la saison. Et je vais donc commencer, Laurent, par toi avec le pilote de l'année qui a été désigné par les lecteurs d'Endurance Info. On a vu qu'il avait déjà été désigné coup de cœur de l'année avec 2 barres automobiles il y a quelques jours. Et Robert Kubica, vainqueur des 24 heures du Mans avec la Ferrari AF Corse numéro 83 et ses équipiers Phil Hanson et Yeffier, est largement élu pilote de l'année, Laurent, puisqu'avec 58,44%, il devance Kevin Estre qui recueille 20,78% des voix. Salut à vous. Juste pour préciser, Pierre, tu l'as dit en préambule, mais c'est bien un vote des lecteurs, c'est pas un vote spécifique Endurance Info, hein, c'est bien les lecteurs qui ont voté pour qui ils voulaient dans un premier tour, et après on a pris les 5 premiers par catégorie, et après les lecteurs ont fait un vote final. Hein, donc Robert Kubica, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, ça me paraît plutôt être un choix judicieux. Je t'avoue que personnellement, j'aurais fait la même chose, mais c'est assez facile, enfin assez flagrant avec près de 60% des votes. Donc, écoute, moi, vu la prestation, vu ce qui a été fait, je suis raccord avec le vote général. Thibaut, 58% des voix pour le vainqueur des 24 heures du Mans. C'est pas une surprise et bon, on connaît l'histoire de Robert Kubica, hein, passé par la F1, son terrible accident en rallye qui l'a tenu éloigné assez longtemps des baquets, son retour d'abord en rallye, ensuite son arrivée en endurance. Forcément, les questions se posaient sur sa capacité à rester au plus haut niveau. On l'a vu depuis plusieurs saisons, d'abord en LMP2 puis aujourd'hui en Hypercar. Il n'a fait que démontrer tout ce que l'on avait vu de lui dans les années juniors. Et là, la victoire au Mans, avec en plus un scénario où il s'est un petit peu rebellé, on va dire. Ça a été, c'est une certaine logique dans le vote. Salut à vous, salut à tous, j'espère que vous avez bien mangé à Noël, pas trop quand même. Moi cette année je devais perdre 10 kilos, j'en ai plus que 15 à perdre. C'est pas mal, non? N'oublie pas, il y a le dry January qui arrive. Voilà, c'est ça. T'insinues que c'est mon seul problème? Non, moi j'en suis... Que le dry January va résoudre Ah mais non, parce que c'est toi qui as lancé la discussion, hein, c'est pas moi, hein. Bref, plus sérieusement, non, c'est amplement mérité, comme vous le disiez précédemment. Le parcours de Robert Kubica, on va pas le refaire, vous le connaissez tous. Il a été magistral durant cette édition et surtout, comme tu le notais à juste titre, Pierre, si Robert Kubica n'est pas au volant à certains moments cruciaux de la course, s'il n'est pas en mesure de refuser les consignes d'équipe de Ferrari, il y a peut-être pas de victoire de la 83. Donc il y a un moment, on se souvient tous, j'ai trouvé ça d'ailleurs génial que ça passe à la télé, quand il dit écoutez, je pense que jusque-là on s'est soumis à tous les ordres d'équipe, maintenant laissez-nous courir. Il a eu raison de le faire et encore une fois, en plus sur la semaine on peut dire ce qu'on veut, la 83 ça a été l'équipage qui a été le plus sérieux. Ils ont été, je suis désolé, meilleurs que les 2 voitures officielles. Et on voit en course, ils ont eu une petite pénalité de 5 secondes, je crois. Rien de bien méchant par rapport aux 2 officiels. Vous prenez les moyennes des pilotes. Alors c'est toujours très compliqué à analyser, mais l'empêche c'est que Robert Kubica est premier, Yeffier est deuxième. Hanson, il a fait le job.
Alanson, hein, oui, il a pas le niveau des deux copains, mais il a été très sérieux. Et voilà. Et après, j'ai toujours du mal à ressortir un pilote d'un équipage, mais voilà, pour son histoire, pour la part prépondérante qu'il y a eu dans ce succès, autant au volant que, comme tu le disais, quand il a eu la force de caractère de dire non aux ordres d'équipe, aux consignes d'équipe, là où forcément, Yves Fayet, qui est pilote officiel Ferrari, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour lui, hein, de refuser. Faut pas oublier que Robert Kubica n'est pas pilote officiel Ferrari. Non, c'est la belle histoire c'est une des belles histoires de l'année, c'est la belle histoire des 24 heures du Mans, et surtout, honnêtement, c'est la 3e victoire de la 499P. Bah, nous, les journalistes, on aime bien avoir des histoires à raconter. Je pense que ça a sauvé tout le monde. Le fait que Kubica gagne, ça a sauvé, ça a offert une couverture médiatique à l'épreuve qui était très très conséquente de par son histoire, et je trouve que c'est du pain béni pour tout le monde, honnêtement. Donc non, moi aucune surprise. D'ailleurs, ça a été mon coup de cœur de l'année avec de Barre Automobile. Je trouve que c'est une très bonne décision. Après, on pourrait, je sais pas si on peut, si vous voulez qu'on parle un petit peu d'autres personnes qui ont marqué l'année, mais Le top 5, peut-être que si tu regardes les suffrages pour le top 5, peut-être qu'un Nick Tandy qui a terminé 4e avec 6,49%, je pense pour ma part qu'il méritait un peu mieux. Alors, pour l'ensemble de son œuvre peut-être, mais par rapport à ce qu'il a fait, je pense que ça méritait peut-être un peu mieux qu'il a 6,49, Pierre. Nick Tandy 6,49, ouais, derrière Kelvin Van der Linde 2, qui est la bonne surprise. Par contre, la 3e place de Kelvin Van der Linde est plutôt une belle surprise. Alors après, attention, hein, une belle surprise et qui est amplement méritée, parce que ça fait aussi partie des pilotes qui sont un peu passés un peu sous les radars. Kelvin, ça fait partie des références, selon moi, en GT, au même titre que d'autres, hein, mais sa saison a été particulièrement belle. Et c'est vrai que les lecteurs aient pensé à lui avec pas mal de suffrages, avec un peu plus de 10%. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis, bah, entre les deux, il y a Kevin Estre, évidemment. Kevin Estre. c'est vachement bien ce que tu dis sur Kelvin Van der Linde 2, et c'est là où je sais qu'il y a une fois, je sais plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, où il y avait un pilote qui m'avait dit le World Endurance Info, c'est pour beaucoup, il est plus important que les autres dans le sens où on a un vrai lectorat de spécialistes, et je trouve ça super qu'il y ait un pilote GT3 qui soit mis en avant. Donc ça c'est vraiment bien, et ça prouve que les lecteurs d'Endurance Info connaissent bien la discipline et ne regardent pas que l'hypercar, et donc je trouve ça super chouette qu'il y ait un pilote de GT3 dans le top 5. Et après, comme tu dis, Nick Tandy, il a peut-être pas réalisé, si on prend l'intégralité de la saison, bah oui, la 7 a été moins régulière que la 6 en IMSA. Il y a eu quelques erreurs de Nick Tandy, on se souvient notamment Indianapolis de mémoire. Et mais par contre, comme tu dis, premier pilote qui a gagné toutes les plus grandes courses de 24 heures, c'est quand même à noter. Donc comme tu dis, il aurait certainement mérité mieux. Voilà. Et puis après, je reviens un tout petit peu sur Robert Kubica. On parle des 24 heures du Mans, faut pas oublier le WEC. Je suis désolé, mais sur la saison WEC, la 83 aussi, elle mérite presque plus que les 2 officiels. Je veux pas. C'est les 2 officiels, la 51, ils sont champions du monde avec 11 pénalités. Il y a aucune autre voiture du plateau qui a autant de pénalités. Et les erreurs qu'ils ont commises, globalement, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Là où la 83, bah ils se sont fait percuter de mémoire par Alex Lynn, premier tour des 6 heures de Fuji. Les pauvres, ils étaient strictement pour rien. Ils se sont fait démonter la voiture, là où les deux autres Ferrari sont passés complètement à côté de leur course, et eux étaient clairement au-dessus des 2 voitures sœurs. Donc en fait, ils auraient presque même pu jouer le titre mondial sans ça. Ça s'est joué à rien. Donc voilà, on parle beaucoup de Kubica au Mans, mais il faut aussi parler de la 83 sur l'intégralité de la saison. T'as eu raison de parler de Nick Tandy et de Kelvin Van der Linde 2. C'est très bien qu'il soit mentionné. Et même, voilà, Kevin Estre, parce que sur la saison, honnêtement, la Porsche numéro 6, l'équipage, il a été incroyable. Kevin Estre, Lorenz Vanthoor, Matt Campbell sur les longues. Et moi, il y a quelqu'un qui connaît plutôt bien la discipline et qui m'a dit mets l'équipage de la numéro 6 sur une 499P, tu vas voir ce que ça donne, c'est intouchable. Et c'est vrai qu'ils ont été absolument une fois de plus remarquables. Au Mans, ils ont été parfaits. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, mais c'est eux qui ont fait la plus belle course. Et après, voilà, même sur la saison, les voir jouer encore le titre à Bahreïn, c'est un exploit auquel moi perso je m'attendais pas trop, quoi. Je suis assez surpris par contre de pas avoir ni Matt Campbell ni Mathieu Jaminet dans le top 5. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est ça. Clair. Quand tu vois qu'il y a presque 4% pour Alessandro Pierguidi, j'ai rien contre Pierguidi qui a été d'ailleurs nommé dans le passé, notamment sur ces awards, mais
Moi, je trouve qu'un Mathieu Jaminet ou un Matt Campbell, ça valait nettement mieux que les 4% d'Alessandro Pierguidi. Non, Mais complètement, après, c'est mais un avis perso, hein. hélas, en fait, c'est là où tu vois la prépondérance prise par le WEC, même chez nous, même sur Endurance Info, alors qu'on a un lectorat de spécialistes qui suit aussi de très près le GT World Challenge et l'IMSA. Et je pense que le WEC reste d'un point de vue popularité en France au-dessus de tout, et je pense que c'est ça qui leur porte préjudice, alors je crois qu'ils ont une pénalité dans l'année, hein, Mathieu Jaminet, Matt Campbell en IMSA. Les deux, ils ont été aussi assez étonnants, si on peut dire. C'est pas étonnant parce qu'on connaît leur talent, mais en WEC quand ils ont pris part aux courses avec Porsche Penske. Et tu fais bien de noter, moi je trouve ça assez étonnant qu'il soit pas dans le top 5. Enfin, Mathieu Jabinet, en plus, ça devient le premier Français à gagner un championnat d'endurance nord-américain au général depuis Simon Pagenaud en 2010. Hein. On était encore en American Le Mans Series, hein, donc c'est quand même, c'est quand même à noter. Messieurs, vous évoquiez Mathieu Jaminet. Mathieu Jaminet, on le voit bien plus haut dans le classement des Français de l'année. Et si le nouveau pilote du Genesis Magma Racing ne remporte pas cette catégorie, il est dans le sillage de Kevin Estre, qui est le Français de l'année nominé par les lecteurs d'Endurance Info avec un peu plus de 54% des voix. C'est la deuxième année consécutive que Kevin Estre domine cette catégorie. Il avait également été pilote de l'année en 2024. Kevin Estre qui devance donc Mathieu Jaminet, Frédéric Makowiecki, Julien Handlauer et Charles Milesi pour le top 5. Bon, on va redire un petit peu ce que l'on vient de dire pour Kevin Estre, hein. Une saison en WEC, certes pas couronnée du titre ni des 24 heures du Mans, mais avec une constance à remarquer. Et Thibaut, je me tourne vers toi pour cette catégorie. Kevin Estre, ça reste quand même la valeur française référence aujourd'hui. J'aime assez le top 5. Après, la position, chacun voit un petit peu comme il le souhaite, mais bah, Kevin aujourd'hui, c'est la superstar de Porsche, c'est Kevin Estre, comme on disait, ça fait des années qu'il est là, qu'il est là tous les ans. Ça fait deuxième année de suite qu'il fait un Le Mans absolument remarquable. Après, voilà. C'est peut-être plus que la superstar de Porsche, non? C'est presque la superstar de l'endurance où on n'est pas loin. On n'en est pas loin. Après, il y a un Sébastien Buemi, il y a des gars comme ça qui sont assez populaires et remarquables. Maintenant, Toyota a eu une saison un peu compliquée. Mais après, pour revenir sur le classement français, bah, j'ai envie de dire Mathieu Jaminet l'aurait peut-être mérité tout autant que Kevin. Voilà, et là, encore une fois, la saison WEC de la numéro 6 a été incroyable. Ils ont été début de saison compliqué, hein. Je pense que la fin, c'est là qu'ils perdent le titre, hein. C'est pas à Bahreïn, c'est pas à Fuji où il y a une pénalité dans les stands. Je pense que c'est plus en début de saison, donc ça n'a rien d'étonnant. S'il y a un petit absent, peut-être pour moi dans le top 5, c'est Norman Nato. Parce que je trouve que la Cadillac numéro 12 a fait une saison absolument remarquable. Faut pas oublier que c'était la première saison de Cadillac et Team Jota, que Norman, c'est un métronome. Il fait pas les qualifs pour des raisons d'expérience. Alex Lynn roule depuis plusieurs années dans la Cadillac. Il est très fort dans l'exercice du tour lancé, donc c'est lui qui est mis en valeur en qualif. Mais à contrario, c'est aussi lui qui leur a fait perdre des points très précieux au Qatar quand il s'est accroché avec son équipier, son compagnon d'écurie Jenson Button. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Moi, voilà, le petit bémol peut-être ce serait sur peut-être l'absence de Norman Nato de ce top 5 parce que il a été absolument remarquable de bout en bout, à tel point que Wayne Taylor Racing a même fait appel à lui pour Petit Le Mans. Zéro pénalité. On peut rien le reprocher à Norman. Honnêtement, cette année, il a fait la saison parfaite. Il a fait le boulot qu'on lui demandait. Encore une fois, il est peut-être pas autant mis en avant qu'Alex Lynn parce qu'il fait pas les qualifs. Mais je vous mets au défi de trouver un tête à queue ou un bac à sable de Norman cette année. Voilà, moi Kevin, comme tu dis, superstar de Porsche et même superstar de l'endurance. Maintenant voilà, c'est le classement, chacun le voit, mais globalement voilà, Julien Handlauer, il a fait une très très bonne première saison chez Porsche Penske. Mathieu Jaminet mérite d'être là aussi. Laurent, ton avis un peu sur cette catégorie française? Alors, je suis à 200% d'accord avec Thibaut sur le côté Norman Nato, qui, je pense, aurait mérité clairement sa place dans le top 5. Alors après... on va le voir, Laurent, même Cadillac dans son ensemble n'est pas forcément la mieux représentée dans les catégories. On va le voir par la suite. C'est ça, exactement. Et après, le reste, alors c'est vrai que le reste, l'ordre importe. Bon, t'as
4 sur les 5, tu as 4 pilotes ou anciens pilotes Porsche quand même, hein, entre Kevin, Mathieu, Fred et Julien. Et puis après, tu as Charles en pilote Alpine. Bon, maintenant, ouais, moi, le top 5, sinon, le top 5 est totalement, on va dire, logique. Peut-être que Mathieu méritait peut-être un peu plus aussi, même s'il a quand même 25%, mais bon, voir Kevin devant, c'est pas une surprise. Voir Fred troisième non plus, parce que déjà, pour moi, ça reste une décision. C'est lui qui a pris une décision de quitter Porsche pour rejoindre un nouveau challenge, qui est forcément différent, qui nous a gratifié quand même de belles perfs et de beaux dépassements durant la saison. Je pense que tout le monde se souvient de Spa-Francorchamps. Et puis voilà. Et comme disait Thibaut, la première saison de Julien avec Penske est bonne, et Charles Milesi a trouvé sa place avec Alpine. Donc là-dessus, bon, voilà, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. C'est bien de noter sur Fred, et moi je trouve qu'encore plus que ses perfs, c'est ce que je retiens, c'est le palier qu'il a permis de franchir à Alpine. Alpine cherchait quelqu'un qui avait une grosse expertise en matière de développement, qui avait un vrai savoir-faire technique. On sait que Fred n'est pas quelqu'un forcément de facile à travailler. C'était le pilote de développement attitré de la 963 pour des raisons qu'on connaît tous. Et moi, plus encore que ses performances en piste, Alpine a 3 podiums cette année, si je ne m'abuse, 2 pour la 36 et 1 pour la 35 avec la victoire à Fuji. Et je pense que Fred a vraiment permis à l'équipe française de franchir un palier. Elle s'est renforcée encore durant l'hiver, et ça va être notamment avec l'arrivée de Fabrice Roussel, et ça va être très intéressant de voir ce qu'ils feront l'année prochaine. Mais comme tu dis, Fred. Et je pense que la 35 a aussi bénéficié justement de l'apport de Fred. Bien sûr, sans nul doute, c'est évident. Et après, comme tu disais, Charles Milesi, quand il est au volant, on sait ce qu'il est capable de faire. Donc voilà, mais évidemment, toute l'équipe alpine a vachement bénéficié, je pense, du savoir-faire de Frédéric Makovicky cette année, et j'espère que pour eux que ce n'est que le début. Messieurs, on enchaîne sur la catégorie Gentleman de l'année, et il va falloir se tourner entre l'IMSA et le LMS pour voir le vainqueur, avec PJ Hayet et donc le représentant d'AO Racing, les fameuses voitures Spike et autres Rexy, qui est nominé Gentleman de l'année par les lecteurs d'Endurance Info avec 43,42% des voix. Il devance François Hériot, qui a longtemps été en lutte encore une fois pour le titre en LMGT3 en championnat du monde d'endurance. Ryan Hardwick, qui a battu François Hériot pour ce fameux titre, arrive 3e devant Dustin Blattner, qui a été brillant en GT World Challenge Europe en classe Bronze Cup, et Thomas Flor, un habitué de AF Corset et du championnat du monde d'endurance. Laurent, PJ Hayet, Gentleman de l'année, comment tu analyses un petit peu ce choix de nos lecteurs? Il y a quand même une grosse cote, quand même, 43,42% pour PJ Hayet contre 19,74 à François Hériot qui termine 2e. Donc je pense que les lecteurs ont mis en avant, alors je pense plus PJ Hayet que les décos de ses voitures, quand même, j'espère du moins. C'est plus sa saison qui a été PJ Hayet, qui a été très bon en IMSA et très bon aussi en ELMS avec le titre en LMP2 Pro-Am. Il y a aussi le fait, je pense que PJ Hayet, ça fait pas très très longtemps qu'il fait du sport auto, et surtout à ce niveau-là. Et quand tu vois le niveau qu'il y a en LMP2, bon, je pense que c'est ça aussi, c'est sa constance, sa régularité. Et PJ Hayet, c'est des gentlemen qui sont suffisamment fiables. Après, pour le reste, moi, j'aurais mis un poil plus haut Dustin Blattner, qui pour moi méritait un peu plus, parce que là aussi, Dustin Blattner, ça fait pas très très longtemps qu'il roule à haut niveau, et qui a montré, c'est un peu... Il y en a pas mal qui l'ont comparé au nouveau Alex Malikin. Alors évidemment, c'est facile parce que c'était le même championnat, c'est le GT World Challenge Europe, c'était la Bronze Cup. Donc par contre, ça fait peut-être partie des anomalies, peut-être que le fait que Dustin Blattner reste bronze l'année prochaine. Et après, François Hériot, là, pareil, rien à dire. Constance, régularité. C'est surtout quand tu vois le passé de François, d'où il vient avec le proto-CN, et qui a gravi les échelons jusqu'à rouler en LMP2, rouler en GT3, qui maintenant roule en Porsche en Asian Le Mans Series. Là, rien à dire, François Hériot, c'est pareil, ça fait partie des valeurs sûres au niveau des gentlemen. Et Ryan Hardwick et Thomas Flor, sont à mon avis à leur place. Thibaut, est-ce que s'il y avait eu un titre pour François Hériot ou une victoire aux 24 heures du Mans, tu penses qu'il aurait peut-être été plus haut dans cette hiérarchie? Ah oui, moi je pense ils ont fait, moi je trouve Manta a fait une saison incroyable. C'est une équipe honnêtement, c'est lunaire, hein, les superlatifs manquent. L'équipage de la Ferrari numéro 21, ils perdent le titre clairement à Imola quand ils sont en tête de la course, et qu'ils se font foutre dehors par Rossi, parce qu'ils y sont vraiment pour rien. Manta, il peut s'appuyer sur un Silver qui est là
voilà, est-ce que tu parlais d'anomalie, Laurent? Est-ce que Ricardo Pereira devait rester silver pour l'année prochaine? Quand on voit encore ses moyennement, enfin, il est plus rapide que 99% des platinium et des gold. Donc, la question, et encore une fois, ça retire rien au mérite de Mantaille, hein, surtout pas. Par contre, je trouve remarquable la saison qu'a fait François Hériot. Oui, Laurent, tu veux dire quelque chose? Non, comme Mantei est aussi proche de Porsche, et a aussi, à mon avis, un avantage après avoir développé la Porsche 911 GT3R. Et là aussi, tu peux te poser des questions, comme AF Corse avec Ferrari. Enfin bon. Bien sûr, non mais c'est ça, c'est vraiment il y a aucun scandale, mais voilà, pour répondre à la question, moi j'ai été faut pas oublier que François, il a pas une énorme expérience du GT3 encore, hein. Donc enfin, c'est sa deuxième saison si je ne m'abuse en GT3, Laurent. C'est moi, il disait c'est pour ça qu'il allait faire l'Asian aussi chez Manthey. Il me disait moi en GT3, j'ai quoi comme expérience? J'ai l'expérience d'une voiture et d'un pilote platine. Donc il est toujours avec les mêmes équipiers, il est toujours voilà. Donc je trouve qu'il a fait une saison remarquable. Après PJ Hayet, honnêtement, il est bluffant, il est absolument bluffant. Et puis après, je me demandais juste si les pilotes peut-être les pilotes bronze d'Acody seraient pas mérités peut-être à un moment d'y figurer. Les pilotes du WEC, moi j'ai été quand même assez, je les ai trouvés assez remarquables. Faut pas oublier qu'il y a une des deux voitures qui a gagné 2 courses en WEC et ça c'est pas mal. Et puis après, j'ai été agréablement surpris par un Tom Van Rompuy, moi, que j'attendais pas forcément à ce niveau. Mais voilà, après, honnêtement, il y a il y a rien à dire sur le classement. Il y a pas de PJ Hayet premier, il y a aucun scandale. Derrière, les François Hériot et un Hardwick, tout ça, il y a rien à dire. Hein. Il y a pas de rien à dire de particulier. Messieurs, je vous propose d'enchaîner avec l'espoir de l'année. Espoir de l'année, une classe où on voit toujours les futurs stars. Beaucoup y sont passés et le résultat de cette année avec Mathis Jobert qui est élu avec 36,36% des suffrages devant Chris Lulam, Esteban Masson, Charles Milesi et Malte Jacobsen. Laurent, Mathis Jobert, néo-pilote du Genesis Magma Racing pour 2026 en WEC avec la GMR 001, également passé par la Porsche Carrera Cup cette année. Un choix que on a vu dans beaucoup de classements finaux de cette année au niveau des espoirs chez nos différents confrères, et les lecteurs d'Endurance Info ne s'y sont pas trompés. Là, c'est encore une fois un choix logique. Ah oui, sans problème. Vous connaissez Mathis Jobert pour sa pointe de vitesse dans une Porsche Cup. Le passé en LMP2, il y a quand même un certain step. Avec une voiture qui a quand même beaucoup plus d'aéro. C'est pas un pilote qui a l'habitude de rouler qui avait l'habitude de rouler ne serait-ce qu'en LMP3 par exemple et qui serait passé du P3 au P2. Donc la marche était importante. Forcément porter les couleurs de Genesis, même si c'était en LMP2 avec IDEC, je pense que ça rajoute un peu de pression aussi. Parce que si tu le mets dans le programme, le fameux trajectory programme, c'est bien un moment pour aller rouler en hypercar un jour. Donc je pense que la marche n'était pas simple. Et dès les premiers essais, Mathis Jobert a montré que c'était un bon choix, a montré que la pointe de vitesse était là, que la régularité était là. Et franchement, le voir espoir de l'année, ça me paraît tout à fait logique. Donc là-dessus, moi, j'ai rien à rajouter de plus. La même chose pour Chris Lulam, qui pour moi fait partie des vraies révélations de l'année, parce que Chris Lulam, qui roule pour Verstappen.com, qui arrive du monde du sim racing, qui a juste roulé sur des championnats un petit peu de moins prestigieux en Angleterre, et qui roule dans le grand bain du GT3 en GT World Challenge Europe, sprint et endurance, avec 2 voitures différentes, qui gagne sa catégorie aux 24 heures de Spa. Franchement, là aussi, la marche c'était plus une marche, là, c'était carrément un étage. Et je trouve que ça a été, franchement, Chris Lulam, rien à dire. Pareil, fiable, régulier, rapide pour une première saison à ce niveau-là. Donc là-dessus, là aussi, rien à dire. Après, les 3 autres qui sont Esteban Masson, Charles Milesi et Malte Jacobsen. Alors nous, on a mis à 25 ans l'âge pour l'espoir de l'année. Maintenant, pour être honnête, bon, ok, il fallait bien en choisir, mais Esteban Masson, Charles Milesi et Malte Jacobsen, pour moi, ont dépassé le statut, tu vois, d'espoir de l'année. Donc là-dessus, après, on a donné un âge limite, tu vois, donc après, pourquoi pas. Mais moi, perso, je les mets pas dans la catégorie espoir de l'année. Pour moi, ils sont passés au-dessus. Donc les 2 premiers, Mathis Jobert et Chris Lulam, par contre, rien à dire. Pour moi, sont amplement mérités. Non, rien à dire. Hein. Je pense que c'est justement, il n'y a pas eu trop de débat. Je mettrais juste peut-être Esteban Masson pas dans le même panier que Charles Milesi et Malte Jacobsen, qui ont déjà atteint la catégorie hypercar. Esteban, c'était quand même sa première saison en P2 cette année et il a gagné titre LMS. Donc bon, voilà. Mais on peut peut-être
plus se considérer comme un espoir que les deux autres qui, pour le coup, t'as raison, ne le sont plus du tout. Mais non, il y a rien à dire. Mathis Jobert, bravo, hein, issu de la Carrera Cup, à son âge, c'est un gamin en plus qui a la tête bien faite, qui là, moi, quand j'étais à Barcelone pour les essais de Genesis, ils m'ont dit, il a pas mis une roue dehors en essai, il a été impeccable d'un bout à l'autre. Hein. Il y a rien à dire là-dessus. J'aurais peut-être mis aussi, moi, parmi les espoirs de l'année, Adrien David. Oui, qui était effectivement dans une catégorie moins médiatisée, forcément. Qui a fait GT4, LMP3, le titre avec RSGP en Le Mans Cup et en GT4 European Series avec Matmut Evolution. Et pour moi, Adrien David, ça fait partie, même s'il a un bon package en monoplace, ça fait partie aussi des espoirs de l'année. Ouais, c'est vrai. Même Oliver Gray, hein, qui a été très bon en ELMS aussi. Voilà, mais c'est. Ah, après, on en revient au même. Est-ce que Oliver Gray fait bien partie sûr. des Non, mais espoirs? complètement. T'as raison. C'est toujours. Faudrait presque changer les critères, peut-être. Voilà. Et c'est ce que je dis. C'est comme Esteban Masson. Ce sont des pilotes. J'estime que tu peux être espoir si t'as pas encore atteint le top, si tu veux. Même si Esteban il a roulé déjà dans la Toyota Hypercar à plusieurs reprises, mais voilà, mais je suis d'accord avec toi, bien évidemment, c'est pas, en tous les cas, c'est pas cette année, on peut pas dire qu'on a vraiment découvert qu'ils avaient un gros potentiel cette année, clairement pas. Messieurs, la catégorie suivante que nous allons aborder dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info spécial Awards 2025, va peut-être être plus sujette à débat, même si le résultat du vote, lui, ne l'est pas, puisque la voiture de l'année est la Ferrari 499P avec plus de 61% des voix. Elle devance l'Aston Martin Valkyrie qui faisait ses grands débuts tant en IMSA qu'en championnat du monde d'endurance en WEC avec 19% des voix, la Porsche 963 11%, la Porsche 911 GT3R 5% et la Lamborghini SC63 avec 1,32% des voix. Le vote, messieurs des lecteurs, est sans appel. On est un petit peu sur une longueur d'onde différente, on va dire. Thibaut, pour toi, est-ce que déjà la Ferrari est la voiture de l'année? Et sinon, pourquoi? La voiture de l'année, oui, parce que je pense que voilà. Alors après, c'est compliqué. C'est-à-dire que moi, il y a pas mal de gens qui me posent la question en me disant, Thibaut, quelle est la meilleure voiture sans BOP? Alors c'est facile oui et non. On pourrait dire que cette année le législateur avait pour objectif de compenser à 100% les performances des autos. Donc j'ai envie de vous dire, si on s'en tient à ce que le législateur pense et si ses analyses sont bonnes, ce sont les voitures les plus pénalisées qui sont les meilleures. Donc ça a été la Toyota quasiment toute l'année, la meilleure. Et après la Ferrari qui a pris un coup de bambou après Le Mans notamment. Maintenant si on prend tous les critères, oui c'était la voiture de l'année. Et on le voit notamment pour ce que j'ai dit en début de podcast. En fait, les deux Ferrari officielles, elles terminent devant au championnat. Mais les pilotes ont été loin d'être irréprochables. Ils ont pris plein de pénalités. Enfin, je veux dire, à Dubaï, au Qatar, la 51, elle prend 3 ou 4 pénalités et elle termine sur le podium. Ça prouve la marge de manœuvre qu'ils avaient, qui est absolument colossale. Encore une fois, c'est pas lié qu'à la voiture, c'est aussi lié à une BOP qui, en début d'année, calculait la compensation constructeur était calculée sur les 3 dernières courses en date, et donc les 3 dernières courses de la saison 2024. Ferrari était aux abonnés absents quand Toyota et Porsche se sont battus pour le titre jusqu'au bout, donc ils ont tout donné, donc ça, on sait que ça a fait beaucoup débat. Maintenant, voilà, aujourd'hui, si on parle performance, je dirais oui. Ouais, c'est la voiture de l'année, et je pense qu'aujourd'hui, elle est au niveau de la Toy, voire peut-être que c'est la nouvelle référence. Ça, c'est trop compliqué, je peux pas en avoir la certitude. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont les deux voitures les plus perfos. Mais voilà, si on prend tous les paramètres en compte et on peut pas occulter la BOP, je suis désolé. Mais la voiture avait une marge de manœuvre colossale. Voilà, on peut dire qu'il y a plein de trucs. On peut dire que le fait de niveler les vitesses de pointe aux 24 heures du Mans, ça a été un peu un échec. Il y a eu quand même des écarts assez colossaux en vitesse de pointe. Mais c'est Ferrari qui s'en est encore sorti le mieux. Bon, voilà, je pense que la voiture, elle est fantastique. Ils ont aussi tiré bénéfice de l'expertise de la Scuderia en F1. Donc oui, je trouve pas ça. Si tu me poses la question comme ça, je trouve pas ça scandaleux. Ce serait intéressant de voir en 2026 avec Toyota qui fait un gros update. Toujours la même chose.
à quelle sauce ils vont être mangés par la BOP. C'est bien de faire des updates, mais il y a la BOP qui passe derrière, donc faudra voir ce qu'il en est. Donc non, c'est pas choquant. Je pense que Porsche a été là, ils ont bien progressé, notamment en ligne droite, mais je pense qu'ils ont été. Voilà, on parle vraiment de voiture, on parle pas d'équipe. Et là, pour moi, si vous me parlez de voiture, la 499p est la meilleure. Vous me parlez d'équipe, on y viendra après. C'est pas forcément le cas. Vous me parlez de pilote, c'est pas forcément le cas. J'ai envie de dire, en fait, le titre mondial cette année, je le donne à la 499p. Laurent, un choix identique ou peut-être dans ce top 5? Je pense que, j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit par Thibaut. Si tu regardes du côté des résultats, la Ferrari, forcément, c'est forcément la valeur sûre. Maintenant, c'est toujours compliqué, je trouve, de donner une voiture de l'année quand tu as un système qui équilibre des performances, et c'est valable aussi en GT. Hein. Je veux dire, pour moi, la voiture de l'année, sinon c'est l'Oreca 07. Hein. Au moins, t'as pas de débat. Hein. T'as pas de problème sur le truc. Parce que donner une voiture de l'année, je veux dire, tu vois, pourquoi est-ce qu'on mettrait deuxième l'Aston Martin Valkyrie avec près de 20%? C'est quoi? C'est le look, c'est le bruit? Ou c'est parce que c'est la voiture de l'année, alors que la voiture de l'année, c'est sa première saison? Et que, voilà, donc à un moment, c'est un peu compliqué. Alors après, de là à mettre déjà dans le top 5, mais bon, ça, c'est le vote des lecteurs, on n'y est pour rien. La Lamborghini SC63, donc là, j'avoue, c'est pareil, par rapport à ce qui a été fait. Bon, c'est pas en WEC parce qu'elle n'y était pas. C'est par rapport à ce qui était fait en IMSA, mais quelle était sa marge en IMSA avec la BOP par rapport au potentiel réel de la voiture? C'est toujours ça qu'il faut arriver à voir. Donc, franchement, la voiture de l'année, alors oui, comme dit Thibaut, la Ferrari 499p, oui, c'est indéniable que c'est une bonne voiture. Là-dessus, on peut pas dire le contraire. Maintenant, moi, c'est une catégorie, la voiture de l'année, où j'avoue être un petit peu plus circonspect sur le côté global, parce qu'il faut, Ça dépend ce que tu prends en compte, en fait. Exactement. Donc, oui, c'est une bonne voiture. Comme oui, la 911 GT3R est une bonne voiture en GT3, hein, ça fait pas de doute non plus. Je sais pas. Franchement, là-dessus, mais bon, voir la Ferrari 499p devant, ça me paraît tout à fait logique. Oui, si on prend le palmarès, il y a évidemment pas de débat à ce sujet. Et Pierre, comme tu disais tout à l'heure, là, c'est plus valable en WEC qu'en IMSA, parce que je trouve que ça a été plus flagrant en WEC. Peut-être que la Cadillac, qui n'a pas été vraiment citée par beaucoup de monde, je pense que la Cadillac, quand tu vois que la Lamborghini S63 est devant et dans le top 5 et que t'as pas la Cadillac, là je me dis merde, une erreur de casting. Mais c'est là où tu vois, c'est du coup de cœur. L'Aston et la Lambo, elles sont là parce que c'est des voitures qui ont un look, parce que c'est des voitures qui... Forcément, l'Aston, comme tu dis, c'est un V12, c'est un look incroyable, et c'est pour ça que les gens l'aiment. Ils ont fait une bonne saison, attention, hein, bonne première saison. Maintenant, comme tu dis, ça a été à la fin de la saison, ça a été la voiture la plus légère et la plus puissante du plateau, donc la BOP est quand même passée par là, ils en sont totalement conscients. Par contre, c'est une voiture qui a une marge de développement qui est assez conséquente, par exemple plus conséquente aujourd'hui que la Peugeot. J'ai du mal à voir Peugeot briller l'année prochaine. T'as raison, t'as bien raison de dire que t'as aussi le choix du cœur qui entre en compte. Pour ma part, sans dire que je regrette, mais j'aurais vu la Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 plus haut dans le classement, qui a quand même réussi sa sortie avec la fameuse victoire aux 24 heures de Spa. C'est vrai. Tu parlais, Thibaut, d'équipe, équipe de l'année, équipe prototype de l'année, Ferrari F Corse qui domine assez largement le classement, 44% des voix. Le VDS Panis Racing qui s'est imposé en ELMS avec 23% des suffrages devant Toyota 11%, Jota 10% et AO Racing 10%, les deux dernières étant à égalité. J'ai envie de te poser la question, Thibaut, tu l'évoquais déjà, est-ce que la voiture a montré sa capacité à être devant en WEC, mais est-ce que l'équipe, elle, mérite également cette place? En fait, en soi, ils ont gagné le titre et ils ont fait au final ils ont fait une bonne saison. Maintenant, pour moi, l'équipe de l'année, c'est Porsche Penske. Alors oui, on leur en veut, ils s'en vont du WEC. Ils ont gagné l'IMSA et le titre, il est mais 100 000 fois mérité, parce que je peux vous dire qu'après les 4 premières victoires qui sont pas dues à des performances et pas dues à la BOP, qui sont uniquement dues à une exploitation largement meilleure que celle de leurs rivaux, ils ont été assassinés par la BOP et ils ont quand même gagné le titre dans l'adversité, et ça, bravo. Et ils ont réussi à rester dans le coup pour le titre mondial en WEC jusqu'au bout. Donc pour moi, la meilleure équipe
l'équipe de l'année, c'est eux. Pour moi, au Mans, ils ont fait la numéro 6 pour la deuxième année de suite, a fait la prestation parfaite. On peut dire tout ce qu'on veut. Il y en a qui me disent oui, non mais attends, il y a eu des pneus, il y a eu machin. Non, arrêtez. Je suis désolé. On prend tout et surtout ce qui compte, c'est tout ce qu'il y a après l'intervention de la voiture de sécurité qui a remis les compteurs à zéro. Je suis désolé. C'est eux qui ont fait la plus belle course en hypercar. En tous les cas, je veux dire, je parle par rapport aux gens qui ont joué la victoire. Pour moi, l'équipe de l'année, c'est Porsche Penske. Ils ont été remarquables dans l'exécution, que ce soit en WEC ou en IMSA. Et je trouve que tout à l'heure, on parlait de voiture. La 499P est peut-être la meilleure voiture et je pense que c'est en grande partie grâce à son potentiel qu'ils sont allés chercher le titre. Par contre, au niveau exploitation, au niveau, et au niveau pilote, j'estime que ça n'a pas été les meilleurs. Il faut un tout, il faut une voiture, il faut une équipe, il faut des pilotes, il faut tout ça. Et en l'occurrence, moi, j'ai été bluffé par Porsche Penske. En 2023, quand ils sont arrivés en WEC, ça a été un peu compliqué au début. Et je parle pas que de la voiture, je parle aussi au niveau des erreurs d'exploitation. Et là, maintenant, honnêtement, c'est devenu sacrément solide. Rien que pour ça, je trouve que, et pour autant en WEC qu'en IMSA, bravo. Pour moi, l'équipe de l'année, c'est Porsche Penske. Encore une fois, prototype. Après, bravo à VDS Panis pour le P2. Honnêtement, ça a été très fort. Et Inter-Europol, on pourrait presque citer Inter-Europol qui a été bien représenté aussi. Encore une fois, des deux côtés de l'Atlantique, tant en European Le Mans Series qu'en IMSA, sans oublier la victoire au 24 heures du Mans. Et voilà. Et oui, donc Porsche Penske, Thibaut, qui n'arrive pas à s'intégrer dans le top 5 du vote final des lecteurs. Ce qui peut paraître, c'est vrai, par rapport à ton analyse, un peu surprenant, mais comme tu dis, il faut un tout, et dans le vote, il y a aussi un tout. Ouais, c'est un peu, je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas s'ils payent le fait que, oui, moi aussi, j'en veux à Porsche de. Pourtant, ils ont le titre IMSA. Ouais, mais moi aussi, j'en veux à Porsche de partir. Je trouve que ils prennent des décisions, honnêtement, qui à mes yeux, n'ont aucun sens. Après, c'est facile, moi, de dire ça depuis mon canapé. Mais bon, le seul truc que je comprends pas, c'est on réduit la voilure sur l'électricité et on met les bouchées doubles sur la Formule E. Enfin, il y a un moment, ça a pas de sens. Enfin, je comprends pas très bien. Toutes ces décisions qui sont prises, je suis un grand fan de l'IMSA, niveau spectacle et tout, c'est absolument incroyable. Mais vous pouvez pas me dire que niveau retombée médiatique, d'un point de vue mondial, ça n'a pas la même caisse de résonance que le WEC. Donc, moi aussi, je leur en veux, mais voilà, mis ça de côté parce que ça ne doit pas entrer en compte. C'est un petit peu comme ce qu'on disait à l'instant avec les voitures. La Aston Martin Valkyrie, la Lamborghini S163, c'est le cœur qui part, c'est l'émotion, c'est pas les performances. Et là, c'est un peu pareil. Mettons le retrait de Porsche de côté. Porsche Penske a été la meilleure équipe de l'année. Et après, Team Jota est dedans, dans le top 5, rappelle-moi. Oui, Team Jota est 4e, égalité avec Aho Racing. Team Jota, première année avec Cadillac, forcément, honnêtement, chapeau, ça a été très fort. Faut pas oublier qu'ils sont arrivés à Bahreïn avec encore des chances de titre, tant côté constructeur pour Cadillac que côté pilote. Alors certes, les chances étaient maigres, mais c'est solide et ça prouve que l'équipe mérite d'être en hypercar. Laurent, ton point de vue sur ce classement équipe prototype de l'année? Bah là aussi c'est assez difficile parce que ça dépend après ce qu'on prend en compte pour qualifier l'équipe de l'année. Pour moi l'équipe de l'année c'est clairement VDS Panis Racing et donc TDS Racing parce que c'est TDS Racing aussi qui opère derrière l'engagement LMP2 parce que je sais face à quoi je peux les comparer parce que tu les compares avec des équipes qui ont la même voiture, qui ont les mêmes pneumatiques, qui ont le même moteur. Alors oui, on peut encore dire que c'est chiant parce que c'est bon, mais ok, mais au moins moi, j'ai une base de comparaison. Et là où je suis d'accord avec Thibaut, c'est c'est dommage de pas voir Inter-Europol, qui a fait une belle saison. Et il y a peut-être aussi quelqu'un qu'on a oublié, notamment dans les Français de l'année. Et je suis assez surpris de pas le voir, parce que moi, je l'aurais mis dans le top 5, c'est Tom Dillman, qui pour moi a fait une super saison générale, et qui pour moi méritait amplement sa place dans le top 5 des Français de l'année. Mais ça, c'est un petit aparté. Et ouais, pour moi, VDS Panis Racing, donc TDS Racing, c'est clairement l'équipe proto de l'année. Après, le reste, alors oui, Ferrari F Corse, oui, Porsche Penske, oui, Toyota, oui, Jota, mais il y a tellement de paramètres qui rentrent. Alors après, tout dépend ce qu'on met dans les paramètres, mais pour moi, à voiture égale, TDS et VDS Panis Racing, équipe proto de l'année. Après le proto, messieurs, on passe au GT avec l'équipe GT de l'année. On parlera pas de plébiscite, mais pas loin, avec 57% des voix. Manthey Racing l'emporte. Loin devant Team WRT qui se classe avec 15,58% des voix, des votes exprimés. Acodis ASP est 3e avec pas loin de 13% des voix. Devant Rutronic Racing, on rappelle vainqueur de l'Endurance Cup en GT World Challenge Europe.
et le Grasseur Racing Team, vainqueur des 24 heures de Spa en juin dernier. Laurent, je me tourne vers toi. Manthey Racing a brillé aux 24 heures du Mans, a brillé en WEC, n'est pas passé loin de la victoire aux 24 heures du Nürburgring. Là aussi, logique, ou tu aurais peut-être eu un choix un petit peu différent? Ça fait 2 sur 2 en WEC, hein, Manthey depuis qu'on a le LMGT3 en WEC. Donc écoute, on l'a dit tout à l'heure, c'est eux qui ont développé la Porsche 900 GT3R, donc c'est eux qui connaissent quand même le mieux la voiture. Maintenant, le GT, ça revient un peu à l'histoire du proto, donc tu as toujours cette histoire d'équilibre de performance entre les voitures. Après, bon voilà, dans le top 5 en lui-même, je le trouve assez logique. Alors après, c'est toujours une histoire d'ordre. Pour le team WRT, je pense que c'est plus pour ce qui est pour le titre, enfin pour la saison générale en GT World Challenge Europe et en IGTC. Après, bon, voir Codis dans le top 5, ça me paraît tout à fait logique aussi. Plus ancienne voiture, deuxième saison de l'équipe en WEC. Alors oui, il y a une histoire d'équilibre de performance, certes, mais l'équipe a répondu présente. Donc là-dessus... Il y a une vraie progression, quand même, par rapport à la première saison. Et quand tu connais un peu la mentalité de Jérôme Polican et de son équipe, de toute façon, l'idée, c'est toujours d'aller plus haut et c'est toujours d'aller plus loin. Et il y a toujours des recherches qui sont faites durant l'intersaison pour essayer de trouver le petit dixième supplémentaire. Donc, Codis ASP, je pense, aurait mérité un poil plus de suffrage. Et après, pour les deux équipes GT World Challenge, Rutronic Racing, c'est le titre en endurance avec la Porsche. Et Grasseur, comme tu l'as dit tout à l'heure, Pierre, qui termine la carrière de la Lamborghini Huracan GT3 avec une victoire 24 heures de Spa. Donc là-dessus, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Thibaut, sur le plan GT, Manthey qui double la mise, comme le disait Laurent, en WEC, qui double la mise également aux 24 heures du Mans. Rien à dire dans un sens. Manthey, ils sont toujours présents dans ces classements depuis plusieurs années. Non, là, ils ont édité sur les réseaux sociaux un visuel où on met Nobody is perfect. C'est complètement ça. Ils sont incroyables et on peut rajouter le titre en DTM. Enfin voilà, le WEC, le Mans, 2 années consécutives, il y a rien à dire. Alors certes, ils ont des bons équipages, mais ils arrivent à les former. Bravo à eux. C'est une équipe remarquable et je suis totalement Laurent sur Codis ASP. J'ai admiré moi la capacité de cette équipe à se remettre en question. Ils ont tout gagné en GT World Challenge. Ils sont arrivés en WEC. Ils ont appris plein de nouvelles choses, notamment l'utilisation des couples-mètres l'année dernière. Ils se sont jamais cachés derrière le fait qu'ils avaient une ancienne voiture, la plus vieille, qui a plus de 10 ans. Et en fait, durant l'hiver, ils se sont remis au boulot. Ils ont revu les fondamentaux et ils se sont dit voilà, il y a un truc qu'on fait pas bien, c'est pas que le matériel, il faut arrêter, il y a un truc qu'on fait pas bien, ils ont bossé. Il y a Goodyear qui est arrivé avec un nouveau pneu hard sur certaines courses, dont Sao Paulo et Bahreïn, qui ça les a beaucoup aidés parce que la voiture est quand même très centrée sur l'avant et là ça les a aidés. Mais voilà, il n'y a pas de scandale, c'est-à-dire que il y a des gens, notamment chez AF Corse, ils disaient ah oui mais nous on les a pas testés les pneus durs, donc ils ont été dans le dur à Sao Paulo notamment. Oui certes, mais libre à eux, ils auraient pu le faire, les pneus étaient à disposition et Codis a su. Dès qu'il y avait cette gamme, ils se sont dit ah bah là on a une opportunité de rêve. On a une opportunité de rêve à saisir. Ils ont saisi cette opportunité. Ils ont acheté des trains de pneus en conséquence. Ils les ont essayés. Et ils sont arrivés à Sao Paulo pour la première course avec ces pneus hard avec une connaissance du produit qui était certainement supérieure à la concurrence. Et ça leur a permis de l'emporter. Donc moi j'ai aimé cette dynamique de vraiment tout remettre à plat durant l'intersaison, se remettre en question et arriver dans avec cette dynamique. Et voilà, 2 victoires, des perfs vraiment globalement toute la saison. Parfois, ils ont même manqué un peu de réussite. Donc, ouais, moi, j'ai un petit coup de cœur pour Codis ASP cette année. Mais derrière, non, il y a rien à dire sur Manthey. Il y a pas de là-dessus. Aujourd'hui, c'est la référence. Chapeau à eux, c'est la référence. Et pourtant, en face, voilà, il y a des Codis, il y a des AF Corset, il y a des United Autosports, et Manthey est là, quoi. Tout le temps. Thibaut, pour ajouter un peu sur Codis ASP, c'est la deuxième saison, comme tu l'as dit, en WEC, en arrivant du GT World Challenge Europe, qui est un championnat totalement différent. Et je pense que les gens ont sous-estimé aussi ce passage du GT World Challenge Europe au WEC. Au début, je sais pas, on entendait un petit peu, on va dire,
dans l'arrière-cour si Acodis, ASP avaient le niveau pour rouler dans un championnat du monde d'endurance. Et ceux qui ont pensé ça, franchement, c'est des gens qui connaissent très mal le sport automobile, très mal l'endurance. Et très mal le GT World Challenge. Et très mal le niveau du GT World Challenge, le niveau requis en GT World Challenge Europe, parce que Acodis fait partie pour moi des équipes de référence en GT et certainement même au-delà s'il y avait la volonté de faire autre chose. Non, mais quand on gagne en GT World Challenge avec des équipages pro, faut pas, attention, hein, le WEC c'est d'un très haut niveau, mais enfin, je vois pas pourquoi une équipe qui performe en GT World Challenge ne peut pas performer en WEC. Il y a pas de raison. Mais il y a cette histoire des couples-mètres, hein, qu'on mentionnait, qui est très importante. Et Mercedes d'ailleurs l'a appris à ses dépens cette année. Ils ont vraiment souffert en WEC parce qu'ils ont dû apprendre ça. Alors des fois il y en a qui l'apprennent plus ou moins, hein. Je sais que Audi à Macao a été assez bluffant, hein. C'était la première course de la R8 avec les couples-mètres, hein. Vous m'arrêtez si je me trompe. Ouais, mais ils avaient quand même un sérieux avantage quand ils avaient préparé la R8 pour passer justement au WEC. C'est eux qui étaient les plus avancés avec l'utilisation des couples-mètres en termes d'essais. Et pour avoir discuté à cette époque-là avec plusieurs équipes qui étaient susceptibles de faire rouler l'Audi en WEC, ça a fonctionné quand même déjà très très bien. D'accord. Mais après, il faut aussi penser que, comme tu le disais, hein, le WEC est quand même la catégorie LMGT3 en WEC reste une catégorie Pro-Am. Même si on est dans un championnat du monde d'endurance, contrairement au GT World Challenge Europe, où tu as des équipages pro. Donc c'est sûr que l'équilibre est différent. Après, même si Acodis connaît très bien le programme, hein, puisqu'ils en font en GT3, en GT4, en GT2, enfin ils ont tout fait. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres contraintes. Il y a d'autres contraintes avec le programme, c'est évident. Et puis après, il y avait tout ce qui était organisation, tout ce qui était qui est très chronophage. Je sais qu'Adam Carter, dans le patron d'endurance chez Aston Martin, parlait de bande passante. Il dit d'abord il faut qu'on arrive à préparer les courses, tout ça, et puis l'équipe elle est limitée, hein, donc c'est une fois que tout ça c'est devenu de la routine, où on peut se concentrer sur la performance de la voiture. Et là, mine de rien, Cody CSP a dû se réhabituer à un nouveau championnat, sans compter la nouvelle voiture, hein, bien évidemment, puisqu'avant ils étaient sur Mercedes. Non, moi j'ai trouvé remarquable leur saison. J'aurais adoré évidemment les voir dès l'année prochaine avec la nouvelle Toyota GT3. Il faudra attendre une saison de plus, mais la mauvaise nouvelle, si on peut dire, c'est qu'il y aura plus les pneus hard en WEC l'année prochaine. Me demandez pas pourquoi. Je trouve ça assez bizarre qu'ils soient arrivés pour 3 courses et que ciao bye bye. Mais bon, c'est sûr que ça va pas les arranger, c'est pas une bonne nouvelle pour eux, mais ils ont en tous les cas ils ont 2 beaux équipages, peut-être encore plus beaux qu'en 2025, hein. Pareil, vous m'arrêtez si vous êtes pas d'accord, mais c'est quand même très solide avec notamment Adrien David, hein, dont tu parlais Laurent dans tes espoirs, donc c'est quand même encourageant. Messieurs, les votes sont beaucoup plus serrés pour les 2 catégories suivantes qui nous intéressent dans ces Awards 2025 d'Endurance Info, le sujet de notre nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil. Notre podcast Le Championnat de l'année revient au GT World Challenge Europe avec 29% des voix devant le WEC 24%, l'IMSA 16%, le DTM 14% à égalité avec le LMS. Le WEC avait une prépondérance un petit peu dans les premières catégories que nous avons évoquées. Et cette fois, le GT World Challenge Europe a pris le dessus. Laurent, un choix selon toi en accord avec ce que tu as vu de cette saison, ou tu aurais peut-être eu un choix un petit peu différent? Si tu fais le total des votes sur la première partie des votes avec les lecteurs qui pouvaient voter sur les championnats qu'ils désiraient, le GT World Challenge Europe était nettement devant. Et tu vois, là, ça s'est vraiment rétréci avec le WEC qui s'est rapproché. Écoute, j'ai aucune critique à faire là-dessus. Ça se tient. J'aurais peut-être mis un peu plus, franchement, pour l'IMSA. Moi, j'aurais mis plus pour l'IMSA, plus pour le LMS, qui pour moi reste un très beau championnat, vraiment, qui pour moi est sous-coté. Quand tu vois le niveau qu'il y a en LMS, alors en P2 avec que des mêmes châssis, en P3 avec 2 châssis, mais quand même un qui domine. Franchement, le LMS mérite plus. Et le DTM, c'est à égalité avec le DTM. Alors le DTM, moi je suis fan du côté pilote unique. Pilote unique, course sprint, pour moi ça met bien en avant le travail de l'équipe et du pilote. Par contre, je pense que je vais prendre un appel sous peu de mon ami Jules Gounon qui va m'incendier. Mais ces systèmes de changement de BOP après le gars qui fait la pole et qui prend des trucs et tout, franchement ça pour moi ça devient ridicule parce que ça enlève beaucoup au sport, même si on a des écarts qui restent assez serrés. Mais si dans un championnat, parce que tu fais la pole, tu dois être pénalisé, de là à mettre le championnat DTM qui reste à mon avis un produit magnifique en termes de spectacle, en termes d'activation à ce niveau-là.
Par contre, en termes de sport, et j'espère que le GT World Challenge Europe va pas prendre cette voie parce qu'on voit de plus en plus de changements de BOP après les séances d'essai. J'espère qu'on va pas en arriver là. Parce que le GT World Challenge reste un championnat magnifique de toute façon. Il faut laisser un peu plus de part au sport. Donc, alors après, tu vas me dire, l'IMSA, ça va être la même chose, hein. On sait les neutralisations, tout ce que ça impacte. Mais bon, moi, j'aurais mis un plus haut l'IMSA, moins haut le DTM et nettement plus haut le LMS. Thibaut, ton choix est en accord avec ce classement? Je suis totalement d'accord avec ce que dit Laurent. Le WEC reste le championnat le plus populaire. Si on parle de show en piste, je mets l'IMSA. Si vous me parlez de suspense, je mets le LMS. Le LMS cette année, on s'est retrouvé honnêtement à la dernière course avec 3 équipes, et voilà les équipes et les équipages, IDEC contre VDS Panis et Interopol. Je trouve qu'on a eu une saison de LMS qui a été remarquable en dehors du plateau. Je parle même pas du plateau, enfin je parle vraiment de la saison 25, c'est-à-dire le suspense qu'on a eu. J'ai trouvé ça génial. Le WEC et l'IMSA ont pâti du fait qu'ils ont chacun eu, pour des raisons différentes, une marque qui a surclassé la concurrence en début d'année avec 4 courses de gagnées pour Ferrari en WEC et 4 courses de gagnées pour Porsche en IMSA. Maintenant, la BOP en IMSA et même en WEC pour d'autres raisons, c'est un petit peu relancé suspense. J'ai jamais eu trop peur pour Ferrari en WEC et j'ai eu plus peur pour Porsche en IMSA parce qu'ils sont arrivés à la dernière course. C'était chaud et honnêtement j'aurais trouvé ça scandaleux qu'ils gagnent pas le titre Porsche vu la saison qu'ils avaient faite, parce qu'encore une fois c'est pas dû à de la BOP. Ils ont été 100 fois supérieurs à la concurrence, principalement au début de saison. Après, attention, hein, c'est Wayne Taylor changeait d'équipe, changeait de constructeur, Meilleur Shank revenait, BM, on va pas se mentir, avec RLL, ça a été très compliqué. Donc voilà, mais l'exemple parfait, c'est Long Beach, où malgré une BOP, il se retrouve, Porsche ne doit pas gagner, sauf qu'il passe quasiment 10 secondes de moins dans la voie des stands que la concurrence, sur une course à un arrêt. Ça a été l'exemple de la supériorité de Porsche Penske en exploitation. Et donc voilà, enfin, tout ça pour dire que les deux championnats, WEC et IMSA, ont un petit peu pâti de ce début de saison surclassé par un constructeur. Et moi, alors, voilà, finale du DTM, fantastique, bravo Gouven, c'était un show incroyable. Et puis voilà, donc point de vue suspense et sportif, oui, encore, il n'y a pas de VOP. Je trouve que le LMS était génial. Encore plus serré, messieurs, la catégorie du top de l'année, puisque là encore les votes ont été assez disputés, mais c'est finalement la victoire de Lamborghini, la première victoire de Lamborghini aux 24 heures de Spa qui l'emporte avec un peu plus de 27% des voix devant Alpine avec sa victoire à Fuji en WEC avec près de 24% des suffrages. Suivent la finale du DTM à Hockenheim avec 17%, les 24 heures de Spa dans leur ensemble avec 15%, à égalité avec l'Aston Martin Valkyrie, également à 15% des voix. Laurent, victoire de Lamborghini, enfin, on va appeler ça comme ça, parce qu'il y a eu beaucoup de possibilités, beaucoup d'espoirs déçus au fil des années, depuis 2015, et le lancement du programme Squadra Corse et la Huracan dans sa première génération. Il a fallu donc attendre le passage de la décennie pour enfin voir la voiture italienne s'imposer avec Grasser Racing Team et le trio Luca Hensler, Jordan Pepper et Mirko Bortolotti. On en discutait avant en préparation de ce podcast. Il y a des choses qui ne sont pas forcément apparues dans le vote des lecteurs. Là, cette victoire de Lamborghini 24 heures de Spa, Laurent, on s'attendait quand même à la voir à minima dans le top 5. Ouais, à la voir dans le top 5. Alors, Lamborghini a réussi ce que Bentley n'a jamais réussi à faire, c'est-à-dire gagner les 24 heures de Spa. Bon, c'était la dernière année de l'Huracan, donc forcément, c'était cette année ou jamais. Mais ouais, pour le suspense, pour le coup de chaud de Mirko Bortolotti à l'arrivée, qui a à peine pu monter sur le podium. Enfin bon, sur un petit peu tout. Surtout que là, on se bat quand même. Alors, ok, il y a toujours une histoire d'équilibre de performance, mais on se bat quand même avec une seule catégorie. D'ailleurs, les 24 heures de Spa figurent aussi dans le top de l'année, avec 15% des votes. Donc, oui, là-dessus, il y a rien à redire par rapport au vote, que ce soit la victoire de Lambeau ou les 24 heures de Spa. Bon, après, il y a en 5e place, il y a l'Aston Martin Valkyrie. Là, je pense aussi que c'est un peu le côté coup de cœur plus que le côté top de l'année. Le côté, il y a pas à chier, Le côté V12, ça rabat toutes les cartes. Et c'est facile d'être en coup de cœur sur ce côté-là. Et après, enfin, Thibaut l'a évoqué tout à l'heure,
Bon, la finale DTM à Hockenheim, enfin, franchement, là, par contre, ça contrecarre ce que j'ai dit tout à l'heure avec l'histoire du championnat où on change les BOP à toutes les séances. Là, par contre, pilote unique, sprint, et là, il fallait y aller. Et il fallait pas se poser de questions, et il s'est pas posé, Guven s'est pas posé de questions. Alors, oui, on peut toujours critiquer. Mais au final, si tout le monde regarde du sport auto, c'est pour Mais ça. on n'a pas vu, on n'a pas non plus vu Ayan Guven dans les votes, c'est très haut, et le DTM apparaît assez peu au final dans l'expression des suffrages des lecteurs. Ouais, sauf pour le championnat quand même de l'année, quand même avec 14% quand même, ce qui est quand même pas rien. À égalité avec le LMS, hein, je le rappelle. Mais écoute, et puis après, bon, la victoire d'Alpine, évidemment, là aussi, c'est la victoire, victoire coup de cœur. C'est pas une Porsche, C'est une pas victoire Ferrari, française. c'est une victoire française, c'est une victoire Alpine. Donc ça aussi, je pense que ça a aussi séduit les lecteurs d'Endurance Info, qui quand même pour la majorité sont francophones. Donc je pense aussi que c'est pour ça que Alpine cette victoire d'Alpine qui était très belle est aussi haute dans les suffrages. Mais bon, après les 24 heures de Spa. Bon, après, moi, j'ai un avis un peu biaisé parce qu'on est un peu plus au sein de la course en faisant les commentaires et tout, donc on sait un peu comment ça se passe. Donc, moi, ça me surprend pas du tout de voir les 24 heures de Spa dans le top 5. Thibaut, un point de vue sur ce top 5 du top de l'année? Moi, j'aime bien. J'étais pas comme vous. J'ai pas fait les 3 courses de 24 heures. Ah mais tu vois, mais voilà, mais elle est là l'erreur. Mais j'ai tellement entendu de personnes qui m'ont dit que cette année, Spa, c'était génial et que ça avait été clairement au-dessus du Nürburgring et du Mans. Totalement. Que j'ai envie de, voilà, j'étais pas sur place, mais je comprends totalement, le vote. Ça a été un top. Voilà, après, c'est toujours les tops. On peut en revenir à Robert Kubica. C'était une histoire qui était géniale. À Vic Tandy, enfin voilà, on a eu des histoires à raconter. C'est déjà ça, on doit s'en féliciter. Mais non, je trouve que voilà, moi j'aime assez le coup des 24 heures de Spa, ça me plaît assez. Et messieurs, notre dernière catégorie sur laquelle nous allons aborder, que nous allons aborder, pardon, dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, le flop de l'année. Pas beaucoup de discussions au niveau des votes, puisque le lauréat de cette catégorie, le malheureux lauréat de cette catégorie, l'emporte avec 50% des suffrages. C'est la balance de performance en WEC qui devance le départ de Porsche du WEC, qui recueille 35% des suffrages. La saison de BMW en hypercar avec 6,58% devant le programme Lamborghini Hypercar 5,26% et Peugeot 24 heures du Mans avec un peu plus de 2% des voix. D'un avis personnel, je pensais que le départ de Porsche allait écraser largement ce vote. Ne me suivez pas pour les pronostics. Puisque la balance de performance, Thibaut, en WEC n'a pas été appréciée, on va dire ça comme ça, des lecteurs. Juste avant que Thibaut parle, si on doit parler de pronostics, je tiens quand même à préciser que tu as mis la mine à tout le monde. Hein, donc, faut quand même te suivre un peu pour les pronostics. Aparté terminé. Un petit clin d'œil à nos amis belges. Non, encore une fois, on voit qu'on a quand même des connaisseurs dans le lectorat. Après, comme tu dis, moi comme ça, peut-être que la première chose qui me vient, ce serait peut-être, c'est même pas le départ de Porsche, en fait, c'est Porsche dans sa globalité. C'est Porsche dans sa globalité. C'est aujourd'hui, je comprends pas cette marque. Vraiment l'impression qu'elle tourne le dos à son histoire. C'est pas, c'est quand même une marque qui suscite. C'est la seule marque au monde avec Ferrari qui suscite autant de passion, et c'est peut-être aussi pour ça que les gens réagissent de la sorte. Mais je comprends pas leur stratégie. Encore une fois, je suis qu'un petit journaliste. Hein, mais je comprends pas ce qu'ils font. Je comprends pas leur stratégie marketing, sportive. Je comprends rien. Donc, je suis très très déçu par le comportement de Porsche. Il y a des trucs qui sont passés. Voilà, on parlait d'histoire. Il y a un mec comme Romain Dumas qui n'est plus pilote officiel Porsche. Je crois que c'est la première fois, si je dis pas de bêtises, depuis 2004. Ça fait plus de 20 ans qu'il était dans la maison. Il y a rien eu. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est quand même hallucinant enfin, on a l'impression que l'esprit, il est plus là. L'esprit Porsche Motorsport. Surtout quand tu vois ce que Romain Dumas a apporté à la marque. On a l'impression que l'esprit Porsche Motorsport, il est plus là. C'est vraiment, c'est assez hallucinant. Puis la façon dont a été géré ce départ, où vraiment ça a été des bruits lancés par-ci par-là. Il y a eu les premiers bruits avant Le Mans, ça a explosé à Austin. Hein. Ça a été vraiment bizarre. Après le top 5, il a du sens. Hein. Il a du sens. La BOP, voilà, il y a des choses cette année qui ont été Pierre Fillon, président de la CO, le confirme, à vouloir trop équilibrer tout. On est allé trop loin.
dans le système d'équilibre des performances. On a voulu compenser les voitures à 100%. On s'est retrouvé, on l'a déjà dit à maintes reprises, avec les meilleures voitures du championnat qui n'ont plus aucune raceability, qui n'ont plus aucune capacité à dépasser ou à se défendre, puisque le seul moyen de rendre plus rapide une mauvaise voiture, entre guillemets, c'est de la rendre plus puissante. Mais il fallait voir à Fuji en sortie du dernier virage. La Ferrari et la Toyota, elles ne pouvaient rien faire face à l'Aston Martin, face à la Peugeot. C'était impossible de faire quoi que ce soit. Et en fait, ils pouvaient plus rien faire, ils pouvaient plus se défendre. On l'avait déjà vu notamment un peu au Mans. Et puis pour moi, là où vraiment on a quand même senti qu'il y avait un problème de BOP, c'est que la BOP, on peut comprendre que les puristes ne l'apprécient pas. Le public lambda qui est sur son canapé et qui regarde la course, faut aussi qu'ils comprennent. Et jusque-là, ils pouvaient se dire, ah bah dis donc c'est chouette sans connaître la BOP. Là, le mec qui a regardé les 6 heures de Sao Paulo, pourquoi la voiture qui est championne du monde en titre et la voiture qui vient de gagner les 4 premières courses de la saison se retrouvent à se battre pour la 12e place au quart de l'épreuve, elles sont à un tour. Ça n'avait, voilà, donc ça n'avait pas de sens. Et donc c'est un petit peu, oui, c'est frustrant, et moi je le top 5, je le comprends, je suis d'accord, je pensais que le départ de Porsche allait un peu supplanter tout le monde. Laurent a bien fait de mentionner tout à l'heure, c'est très très compliqué l'exercice de la BOP, honnêtement, moi j'aimerais pas y être. Mais voilà, comme Laurent le disait, en DTM, il y a des changements de BOP après chaque session, quoi. Il y a un moment, je sais même pas pourquoi les mecs, ils jouent la pole. Honnêtement, je sais même pas pourquoi les gars, ils essaient de jouer la pole. Tu sais que si t'as la pole, de toute façon, tu te fais assassiner. Donc voilà, ça, c'est un exercice qui est complexe. Et puis après, bah, voilà, il y a le reste, hein. C'est vrai que Peugeot au Mans, ça a été très compliqué. Le truc, c'est que Peugeot au Mans, bah voilà, la voiture, c'est clairement pas la meilleure, et sans une BOP qui compense à 100%, ils peuvent pas se battre. Et dès qu'on a vu la BOP du Mans, honnêtement, c'est la seule voiture quand on a commencé à écouter un petit peu les uns et les autres, puisque forcément, ils font chacun tous un petit peu leur BOP de leur côté. Honnêtement, c'est la seule voiture qu'on a tout de suite exclue en disant, ouais, bon, eux, ils se font avoir. Alpine s'est fait un petit peu, cette BOP à double étage les a pas aidés, mais clairement, Peugeot, ils étaient out direct. Voilà, ça c'était clair. Maintenant, il y a un moment, moi, nivelé par le bas, je suis pas pour non plus, quoi. Je suis pas pour non plus. Je sais qu'il y a une BOP, qu'elle est nécessaire, mais il y a un moment, il faut qu'il y ait une limite. Et le problème, c'est que je ne supporte pas le fait que les meilleurs, que sont Ferrari et Toyota, se retrouvent dans une situation comme à Fuji, où ils sont même plus en mesure de se battre, tellement les autres, ils ont ils ont un rapport poids-puissance qui est supérieur, enfin, qui est meilleur que le leur. Donc ça, voilà, ça, c'est pas normal. Puis après, bon, bah, il y a le départ de Lamborghini. Oui, bon, c'est pas une surprise, on va pas se mentir, on s'attendait pas non plus à ce qu'une équipe débarque et mette autant d'argent sur la table que Iron Lynx l'a mis. Les deux autres, c'était quoi déjà, Pierre, rappelle-moi? Il y a la saison hypercar de BMW. Oui, je suis d'accord, ça a été... j'admire beaucoup autant le constructeur que l'équipe, mais vraiment, ça a été très très mauvais. Et je crois qu'ils ont mis moins de points sur les 6 dernières courses que sur les 2 premières. Alors qu'en fait, ils étaient sur une dynamique un petit peu similaire à l'Alpine, à savoir une bonne fin de saison 24, un bon début de saison 25, et après ils se sont écroulés. Et ils s'en cachent pas, hein. Attention, ils s'en cachent pas, ils redoublent d'efforts. WRT va s'occuper du programme américain, ça va peut-être aider aussi à mutualiser toutes les informations, mais ça a été une grosse déception. Laurent, sur ce classement des flops de l'année, tu es un peu raccord avec ce que nous venons d'évoquer avec Thibaut, ou tu as peut-être aussi une analyse un peu différente? Pas spécialement différente. Alors, on critique la BOP du Wake. Alors oui, on peut critiquer, ce qui fait pas forcément plaisir à certains de nos confrères étrangers. Moi, c'est pas tellement la BOP du Wake que je mettrais en flop de l'année, c'est le manque de transparence des promoteurs avec les histoires d'équilibre de performance en fait, où on peut après nous taper dessus parce qu'on critique, mais le problème c'est comme personne n'explique rien et comme personne veut justifier et comme personne dit rien et comme c'est un sujet tabou qu'il faut surtout pas en parler, sinon c'est la fin du monde. Bah pour moi le gros flop il est là en fait, c'est que vu que c'est quelque chose d'opaque, bah forcément c'est quelque chose qui est traité d'une façon un peu négative. Alors ça c'est valable que pour le WEC, mais on empêche les constructeurs d'en parler, on empêche les acteurs d'en parler, sinon ils peuvent prendre une amende. À la différence des autres championnats où on peut en parler, mais les autres championnats font des changements en cours de meeting, ce que ne fait pas le WEC par contre. C'est-à-dire que le WEC, au moins, tu as une BOP de merde en début de meeting, bah, tu gardes ta BOP de merde tout le meeting. Que dans d'autres championnats, mais par contre, elle peut être réévaluée après les essais, avant la course. Mais le truc, c'est que, enfin, moi, le flop de l'année, c'est que ça devient de plus en plus compliqué de savoir qui fait du bon boulot parce que tu peux être plombé, parce qu'il faut que tu fasses attention, parce que les pilotes ont
ce qu'on appelle dans le jargon des target lap time à respecter, et que ça aussi c'est un vrai problème parce que ça devient compliqué aussi de savoir vraiment le niveau d'un pilote, que les pilotes prennent de moins en moins de plaisir avec ça parce qu'il y a il y a de moins en moins de sport et de méritocratie qui sont mises en avant. Pour le flop de l'année, moi je mettrais pas la BOP du WEC, mais je mettrais le manque de transparence par rapport à toutes ces histoires de BOP. Moi je te suis, et d'ailleurs Juste pour finir par rapport au départ de Porsche, et là je suis 100% raccord avec toi, c'est que c'est Porsche où on comprend rien du tout, où c'est n'importe quoi, où il y a, je pense, plus aucune humanité, plus rien sur l'humain et tout, et c'est que des décisions à l'emporte-pièce, et on a l'impression que c'est un gamin de 5 ans qui a pris une décision, qui a appuyé sur un bouton, et enfin, je trouve ça franchement pitoyable. tu fais bien de noter effectivement ces histoires de. En fait, par exemple, moi j'avais loué d'ailleurs dans l'article publié sur Endurance Info en début de saison, la CO, la FIA, c'était vraiment ouvert sur le processus de BOP. J'avais trouvé ça remarquable et très intéressant. Et après, par contre, dès la 3e course, le processus a changé. Et en fait, il a changé très régulièrement. Il a changé minimum 3 fois dans l'année. Et c'est un petit peu dommage. Donc encore une fois, Pierre Fillon insiste à juste titre là-dessus. C'est pas la BOP qui est remise en question, c'est le process qui est remis en question, et c'est ça qu'il faut revoir. Alors maintenant, il y a plein de voilà, comme on vous l'a dit, hein, on parle de BOP capé, on parle de BOP, on parle de success handicap. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, voilà, il y en a qui disent si ça peut éviter d'avoir une BOP aussi qui a un impact tel sur les voitures, bah, peut-être que c'est une bonne chose. Donc voilà, mais t'as raison de noter ça, Laurent, parce que voilà, des fois on est un petit peu dans le flou, et les concurrents semblent l'être aussi. Donc c'est intéressant de noter, mais voilà, par contre, comme tu dis, le fait de changer de BOP 12 fois pendant les meetings, moi, ce que je disais sur le DTM, mais à un moment, je comprends même pas pourquoi les pilotes, ils jouent la pole, quoi. Laurent, Thibaut, nous avons fait le débriefing de ces Awards 2025 qui ont été établis par vous, lecteurs d'Endurance Info et auditeurs de notre podcast Track Limit by Minerva Oil. Nous vous remercions d'avoir donné vos avis sur ces différentes catégories. Ce vote reflète vos opinions, et elles sont respectées et mises en avant comme nous le faisons chaque année maintenant. Laurent, Thibaut, c'est un petit peu la conclusion de cette saison 2025, et on se dirige doucement vers 2026 avec les premières courses qui débuteront dès la mi-janvier, puisque les 24 heures Series, l'Asian Le Mans Series également seront au menu avant les 24 heures de Daytona fin janvier, la première course d'importance qui ouvrira l'IMSA 2026. Thibaut, Laurent, merci pour ce nouveau numéro de Track Limit, et on se donne rapidement rendez-vous. Salut à tous! À bientôt!